Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite
du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer tout au long de son histoire une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
puis, l'université de Kinshasa a octroyé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le diplôme de doctorat honoris causa. Ce jeudi 12 octobre, ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple congolais. Depuis son accession au pouvoir, la cérémonie à caractère solennel s'est déroulée au chapiteau du plateau des étudiants devant un parterre du corps académique de 7 alma mater et plusieurs personnalités du pays, ainsi que la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, Fanny Kikoufi, Roger Dei, champion Ndangui et Coco Molicho signent ce reportage. L'université de Kinshasa a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Ce titre honorifique est la plus grande distinction que l'université de Kinshasa n'a décerné jusqu'ici qu'à une poignée de personnalités ayant marqué la vie nationale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été plébiscité par un jury interfacultaire composé d'éminents professeurs qui scrutent au jour le jour les actes politiques posés par le 5e président de la République démocratique du Congo. L'argumentaire scientifique du jury est en fait le bilan détaillé et largement positif du président Tshisekedi en 4 ans et demi de gouvernance. Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de point de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. Très ému de recevoir ce titre honorifique de la part de l'université mère de son pays, connue pour sa rigueur, le chef de l'État a réitéré sa détermination de poursuivre sa vision avec le même élan. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait désormais partie du cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'université de Kinshasa, aux côtés de l'ancien président Sam Mojoba et Monseigneur Levout.
Parlons à présent de ce titre de honoris causa, cette locution latine pour marquer son respect à ce titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité imminente. Quelle est donc son origine? La réponse avec Edith Yala et Oscar Mbal qui nous expliquent. Créé en sa forme actuelle au début du XXe siècle, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités. Ce titre honorifique est un diplôme pour lequel les universités renoncent à toutes les exigences habituelles telles que l'inscription, la fréquentation, le crédit de cours ou une thèse. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier, comme notamment une personnalité politique ou des personnalités ayant marqué les sciences, les lettres, les arts ou les sports. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et peut encourager la participation du docteur honoris causa à l'émergence de cette dernière. Pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est vu donc décerner ce diplôme honoris causa par l'université de Kinshasa. Une manière pour la colline inspirée d'honorer le premier des citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant ce temps, la 8e session de la grande commission mixte a ouvert ses portes à Kinshasa ce jeudi. C'est le ministre d'État, ministre d'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de la délégation ougandaise, les membres du gouvernement, les différentes personnalités politiques, administratives et militaires. Rodé Panda pour le reportage. Reportée à plusieurs reprises, la 8e session de la grande commission mixte qui se tient de manière cyclique 5 ans après entre la RDC et la République de l'Ouganda a finalement été ouverte à Kinshasa ce jeudi 12 octobre 2023 en présence de différentes délégations et personnalités politico-administratives. Une minute de silence a été observée au début de la cérémonie en mémoire des victimes causées par la guerre. Cette 8e session aligne 4 sous-commissions, à savoir la sous-commission politique, diplomatique et gouvernance, la sous-commission économie, finances et infrastructures, la sous-commission socio-culturelle, pour terminer avec la sous-commission défense et sécurité. Le ministre d'État de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, qui préside la cérémonie d'ouverture, a, au nom de 2 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni, salué spécialement la présence de la délégation ougandaise, tout en remerciant les experts des 2 pays. Des solutions aux problèmes communs sont attendues à l'issue de ces assises. L'heure n'est pas plus au discours, mais aux actes. Nos 2 chefs d'État, leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, veulent résolument que nous puissions élaborer des solutions aux problèmes communs de nos 2 peuples. La libre circulation rendue difficile par des frontières coloniales devrait être restaurée par une suppression de paiement des droits d'entrée et par la construction d'infrastructures routières pour une communication rapide. Les échanges commerciaux rendus difficiles par des barrières tarifaires et non tarifaires devraient être rétablis. Nos frontières devraient désormais être des lieux de recherche de solutions à nos problèmes sécuritaires communs. Le ministre d'État de l'intégration régionale a souligné que les frontières ne doivent plus être des barrières, mais des portes. Autre chose, Bourse Excellencia, 5e édition sur 254 lauréats, 234 sont éligibles pour 2023. Le test de présélection a eu lieu hier à l'Unikin. Cette activité a coïncidé avec la Journée internationale des jeunes filles, célébrée le 11 octobre, occasion pour la très distinguée première dame de réaffirmer son engagement dans l'éducation des jeunes filles. Denise Nyakiro Tshisekedi a en outre encouragé les lauréats à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire partie de la grande famille Excellencia. Naïcha Kiala, José Baïtouambo, Charmant, le reportage. L'examen d'été édition 2023 a livré son verdict. 85% ou plus, vous êtes éligible. La fondation Denise Nyakiro Tshisekedi revient à la charge pour une 5e édition de son programme Excellencia. Mercredi 11 octobre, les lauréats de l'examen d'état édition 2023 ont passé le test de sélection organisé par la fondation. Dernière carte à battre pour être enfin boursier Excellencia. L'un après l'autre, les potentiels boursiers prennent place à bord des bus.
Direction, l'université de Kinshasa, faculté de médecine, où va se dérouler l'épreuve. Pour les parents, l'instant est unique. Je suis ici pour accompagner ma fille Arlette Mbouy Chikala pour le test d'obtention de la bourse de Maman Denise. C'est une grâce que les enfants obtiennent au lieu que les parents se démènent, parce que nous aspirons tous à l'excellence et pour un Congo meilleur. Comme pour toute autre épreuve importante, la boule au ventre, les lauréats la ressentent. Je suis venu passer les tests pour la bourse d'excellence. Je me sens un peu stressé, mais c'était un bon stress. Les encouragements de la première dame de la République et président de la fondation DINT sont toujours de bon augure dans pareille situation. Je suppose que tout le monde qui est ici a eu 85%. Félicitations à vous. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes jeune, vous êtes préparé en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la Fondation où on pourra discuter pour la suite. Que Dieu vous assiste. Au bout de près d'une demi-heure de tour de ménage, les premiers candidats sortent confiants de la salle, espérant être les prochains excellencias de France, des États-Unis, du Maroc ou encore de la RDC. C'était abordable. Je pense que tu vas réussir. Oui. Tu attends vraiment cette bourse. Oui, j'attends juste la bourse. Je voudrais remercier la première dame de nous avoir donné la chance de pouvoir participer à cette bourse et de nous donner aussi l'opportunité d'aller étudier soit à l'étranger ou même simplement au pays pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire et qui pourtant ont la capacité de faire beaucoup de points. Ce énième test de sélection de la fondation Denise Nyakiru-Tshisekedi a réuni au total 234 lauréats venus du Sankuru, du Nord Kivu, de deux Kasai, du Haut-Katanga, du Congo central et de Kinshasa. La directrice générale de l'autorité de régulation du secteur d'électricité a reçu un document de projet d'entre les mains d'une entreprise évoluant dans le domaine de l'énergie renouvelable. Suivez. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité a accordé mardi dernier un avis conforme à Arecor RDC, une entreprise évoluant dans le secteur de l'énergie renouvelable. Après avoir formulé sa demande d'une concession de production, Mme Gisèle Yoko, directrice générale d'Arecor RDC, s'est vue remettre les documents nécessaires. La cérémonie de remise de ces précieux documents s'est déroulée à la direction générale de l'ARE, située à l'immeuble Le Royal, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Après avoir reçu les sésames, la patronne d'Arecor RDC s'est exprimée devant la presse. Nous allons jusqu'à 200 MW, le projet est de 200 MW. Maintenant, notre phase A, dont il est question aujourd'hui, ira jusqu'à 16,8 MW. Dans sa configuration finale, la centrale hydrolienne de Kinsuka produira 200 MW pouvant alimenter plus ou moins 250 000 ménages et créera en phase d'exploitation 200 emplois permanents hautement stratégiques et 450 emplois pendant la phase de construction. Madame Gisèle Yoko précise toutefois que dans sa première phase, le projet produira 16,8 MW. Le projet est déjà en cours. Nous avons déjà commandé notre équipement. Nous n'attendions que l'avis favorable de l'autorité pour que nous puissions implémenter ce projet. Avant de clore son propos, l'ADG d'Arecor RDC a remercié l'ARE en commençant par son directeur général, Dr Sandrine Moubenga. Côté projet de construction du port sec de Kasumbalesa par le génie militaire qui prend visiblement forme en mission dans cette partie du pays, le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba, a échangé avec l'équipe d'experts commise à ces travaux. Willy Atunakov, explication. Dans les secteurs des transports, voies des communications et des enclavements, le projet de construction du port sec à la cité frontalière de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, arrive finalement dans sa phase de réalisation. Et c'est dans le cadre de la concrétisation par l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM des accords bilatéraux conclus dernièrement à Kinshasa entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, visiblement très motivé
motivé et déterminé à voir la plateforme de facilitation et d'assistance aux chargeurs devenir opérationnelle à court terme. Le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, est descendu dernièrement sur le terrain pour assister au démarrage effectif de ces travaux. Le numéro 1 de l'OGEFREM, William Kazumba Mayombo, accompagné de ses experts de la direction des études et projets et l'équipe des experts et ingénieurs des génies militaires avec à sa tête le général Bruno Danga, les deux parties se sont convenues sur place sur les premières montures des travaux. De ces vastes étendues appartenant à l'OGEFREM va bientôt sortir un complexe ultramoderne qui va abriter des bâtiments administratifs, dortoirs pour les transporteurs routiers, banques, restaurants, parkings, salles de premier dépannage de véhicules, centres de santé et autres services. Sur le terrain, les ingénieurs commis à ces travaux sont déjà à pied d'œuvre pour étudier le plan de réalisation des travaux, notamment les canalisations des eaux de pluie, la possibilité de relier ces ports secs de Kasumbalesa au chemin de fer se trouvant aux environs de voies ferrées, afin de bien gérer aussi les frais de la voie. La ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a bénéficié de plusieurs kilomètres de voirie asphaltée grâce aux fonds obtenus de la mise en concession de la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Suivez. Comme le veut le principe d'une réception provisoire dans le secteur des infrastructures routières, un minimum d'une année de temps a été laissé après la fin des travaux de ces ouvrages et leur mise en service. L'idée derrière cette pratique est de permettre de déceler d'éventuelles malfaçons par le fait de l'usage justement. Du 5 au 9 octobre 2023, une commission composée du ministère des ITP, de la CGT, du concessionnaire CGR, de l'OVD et de l'Office de route, ainsi que de la province bénéficiaire a procédé à la réception provisoire de la route Lubumbashi-Kasumbalesa et des voiries de Lubumbashi construites grâce aux fonds obtenus de la mise en concession de cette route même. Faisons attention aux détails tels que les assainissements et la tenue de la couche de roulement. Les membres de la commission ont inspecté les avenues telles que Manika, Mweka, Kilwa, au quartier Golf, la route Kipushi dans sa traversée de la commune annexe avec son immense collecteur des eaux de Kimilolo, également construit grâce à la même source de financement, l'avenue des Sports à la sortie de la commune Kenya vers la commune annexe et bien d'autres avenues encore pour un total d'un peu plus de 16 km. Un jour plus tard, c'était le tour de la route Lubumbashi-Kasumbalesa et ses ouvrages connexes de recevoir la commission de réception provisoire. Tout a été passé au peine fin sur cette route concédée. De la chaussée aux assainissements dans ces trois grands collecteurs des eaux construits en pleine cité de Kasumbalesa, les postes de péage et ceux de paysage, rien n'a été oublié. C'est à l'issue de ces constatations que les membres de la commission ont acté sur procès-verbaux ces réceptions provisoires de la route Kasumbalesa-Lubumbashi et des voiries de la ville de Lubumbashi, fruit de la concession gérée par SGR. Poursuivons ce journal avec la cité de Nkamba qui a été à l'honneur d'accueillir une délégation venue à Kinshasa de la fondation Marthe Kassalou, conduite par la présidente du comité de sélection et membre d'organisation de ce trophée. Madame Faïda Mwangilwa a décerné un trophée de mérite à Maman Mwilou, épouse du chef spirituel de l'église kimbangiste, pour sa bravoure et sa détermination, celle d'accompagner son époux dans la lutte de la liberté des peuples noirs. Pascal Chichot et Patricia Ungo. Elle est parmi les piliers de l'église kimbangiste pendant que son mari était en prison. Elle a conduit l'église des mères de maître, Maman Mwilou. Même plusieurs années fait parler d'elle. Un acte de bravoure qui n'a pas laissé indifférent les ministères de la Culture et Arts en collaboration avec la fondation Marthe Kassalou a organisé une cérémonie grandiose de remise du trophée à Maman Mwilou, épouse du chef spirituel de l'église kimbangiste. À travers cette cérémonie haute en couleurs, on peut bien dire que la fondation Marthe Kassalou milite pour la promotion culturelle et de valeurs humaines. Face à cette grande manifestation, les responsables de la Cité Sainte n'ont pas gardé leur joie. Lorsque Maman Mwilou nous a laissés à partir du 6 juin au 12 septembre 2021, avant l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, moi-même j'y étais. Ensuite, je suis venu ici à Kamba. Nous étions exclus par le gouvernement belge.
Des retours à Kinshasa, Faïda Mwangilwa Fabiola a expliqué le bien fondé de la cérémonie. L'élévation de Maman Marie Mwilou au titre de marraine idéologique de notre prix qui est décerné chaque fin du mois de mars aux lauréates sélectionnés. Plusieurs figures féminines politiques, sociales comme religieuses, se sont vues décerner ce prix qui récompense le mérite et les valeurs des femmes et a accompagné avec loyauté, fidélité et constance les combats de leurs époux dans tous les domaines de la vie. Elles viennent d'achever leur formation gratuitement en hôtellerie, coupe et couture, fabrication de savons et autres. Les femmes vulnérables de Kinshasa ont salué cette initiative salvatrice des mamans des exploits, FOMEX. Elles ont eu des mots justes pour remercier leur bienfaitrice. Sandra Nyangui, reportage. Elles sont venues de tous les 4 coins de la capitale Kinshasa pour répondre à cette rencontre de maman à Morifaïla. Les femmes veuves ont parachevé leur formation gratuitement en esthétique, coupe et couture, fabrication de savons durs et liquides, insecticides, yaourts et autres. Une manière de les permettre de nouer les 2 bouts de moi. Une autonomisation financière des femmes, leitmotiv de cette structure qui met la femme et celles qui ont perdu leur moitié au centre de leurs intérêts. Un motif de satisfaction pour les organisatrices. C'est de développer toutes les couches de la population. On n'a pas seulement le fleuve, on a les jeunes qui partent. Et ces veuves vont faire la force dans le foyer. Ces veuves vont apprendre ici dans notre fondation les enfants ADC pour enfin amener le développement dans leur famille. Nous allons les aider à évoluer beaucoup plus. Diverses rencontres sont prévues à travers la capitale de manière à atteindre toutes les femmes vulnérables disséminées à travers Kinshasa. Trouver des stratégies et moyens efficaces pour un employeur était au centre d'une rencontre entre les syndicalistes du pays. Les explications, Chimène Dondo. Les fondamentaux à suivre pour les mandats syndicaux 2023-2026, ce thème était au centre des échanges entre le père fondateur, le camarade Blaise Pascal Bouissa, le bureau du président national avec le délégué syndicaux ainsi que le président du comité de base des différentes entreprises du pays pour trouver des stratégies ainsi que de moyens efficaces pour mieux gérer ce mandat syndical pour l'intérêt des travailleurs des entreprises. Dans son mot de bienvenue, le camarade président national Tondo Boka a remercié et félicité les délégués pour ces résultats. Le travail qui a été fait ce jour, c'est de rappeler ça à tous les camarades qui doivent savoir s'assumer. Nous nous félicitons des résultats auxquels on est arrivé maintenant. Mais je suis sûr et certain que ce sera meilleur encore. Prenons la parole à son tour, le père fondateur, le camarade Blaise Pascal Bouissa, est revenu sur la stratégie à mettre en place pour mieux gérer ses mandats. Venus des différentes entreprises de la place, ses délégués ainsi que le président du comité de base de la section OTUC ont émis le vœu de travailler pour ces mandats avec 2 mots-clés qui doivent déterminer la valeur d'un délégué syndical, à savoir la liberté et la solidarité. Suivez à présent cette signature du protocole d'accord entre le ministre des Sports et le gouverneur du Kasaï sur la gestion du stade de Mweka. Construit à la dimension olympique, le stade municipal de Mweka dans la province du Kasaï requiert un standard international reconnu par la Fédération internationale. Voilà qui vaut le soutien et l'accompagnement du gouvernement de la République. La présentation officielle de cette infrastructure sportive par le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Piémé Toute-Côte, accompagné de l'honorable Martin Ikok auprès du patron des sports, a eu lieu le lundi 9 octobre dernier au cabinet du ministre au cours d'une audience. Très satisfait de cette œuvre sociale et sportive réalisée par l'honorable Martin Ikok sur fonds propres. Le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulo Wanakabulo, a choisi d'accorder la gestion de cette infrastructure à Sédine Fils du terroir qui a répondu à la vision du chef de l'État pour l'encadrement de la jeunesse. Ce qui rentre dans le développement de la nation à partir de la base, motif de fierté et de joie
pour le gouverneur du Kasaï et l'ensemble de sa population pour cette œuvre réalisée par l'élu de Moueka, Martin Ikouk Ikok. Pour nous, il fallait qu'on puisse présenter cette infrastructure au ministre et lui présenter également l'accord de partenariat public-privé que nous avons signé devant lui à cet effet. Le ministre des Sports a félicité et remercié l'honorable Martin Ikouk pour ce beau cadeau offert à la jeunesse de la province du Kasaï en général et celle de Moueka en particulier. Pour l'honorable Martin Ikouk Ikok, ce stade, dénommé Nguyen Kot Ambok Chang, René n'est qu'une façon de contribuer à l'encadrement de la jeunesse de Moueka. C'est une joie pour moi d'avoir réalisé cette œuvre. Construit suivant les normes internationales avec dotation de la vestiaire et les sanitaires. Et pour terminer ce journal, l'Assemblée générale élective du Conseil du barreau de la Tchopo, Jean-Robert Yakamba a été reconduit et se succède à la tête de cette structure. Suivez. C'est la grande salle des réunions de l'école Hope International School qui sert de cadre à cette assemblée générale élective qu'organise le Conseil du barreau de la Tchopo. Les 345 avocats inscrits au barreau se prononcent en faveur du maître avocat Jaobé Akamba et les reconduisent comme le bâtonnier de l'ordre du barreau de la Tchopo. Il se succède à lui-même à la tête. Le score est sans appel, 228 voix sur les 345 voix inscrits contre 115 voix seulement pour son challenger, maître Guillaume Likwela. À l'issue du scrutin, maître avocat Jaobé Akamba remercie les avocats qui ont renouvelé leur confiance à sa personne et leur promet de redoubler d'efforts pour l'honneur et la fierté du barreau de la Tchopo. C'est pas nous revenons à l'unité, nous revenons à la cohésion, nous revenons aux bonnes relations telles que cela a toujours été pas. Il n'y aura pas, en ce qui me concerne, et c'est le souhait pour tout le monde, un temps pour X. Auparavant, la lecture est faite des procès-verbaux de l'Assemblée générale du 10 octobre 2022 et des rapports administratifs et financiers. Après la cérémonie, le bâtonnier de l'ordre, maître avocat Jaobé Akamba, fait montre de fair play et embrasse son challenger, maître avocat Likwela. Outre le bâtonnier, les 5 autres membres du Conseil de l'ordre ont été votés au cours de cette même Assemblée générale élective, laquelle a été présidée par le doyen, maître avocat à Congo et maître Django, tous deux anciens membres du Conseil de l'ordre du barreau de la Tchopo. Cette Assemblée générale élective s'est déroulée dans une ambiance de la confraternité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Mustapha Obio et Jonathan Moubalama qui étaient à la réalisation. Et l'équipe technique était assurée par Henri Alimassi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. Bonne suite de programmes sur votre chaîne, la radio-télévision nationale.